60 minutes. Win this game for one another. Alors, pourquoi dis-je monsieur et joueur? C'est parce que Raphaël Masmejean, au moment où on se parle, est dernier du classement des pronostics. Alors, on se posait la question avec Camille en préparant. Ça n'a pas dû arriver souvent. Non, c'est pas arrivé bon, souvent. Alors après, à l'époque, on n'était que deux, peut-être un peu plus souvent. Oui, peut-être, mais depuis qu'on fait ces concours à 3-4, non, c'est pas arrivé. Là, voilà. Donc, la semaine dernière. J'en retirerai toutes les choses. Bah non, quand même. non. Ne nous quitte pas pour ça. Non. On peut très bien y survivre plusieurs années de suite. Je suis meilleur joueur que Lionel. Et puis moi qui suis extrêmement mauvais joueur, je ne suis jamais parti. Même si je t'avoue qu'il y a des moments pendant l'année où il y a quelques semaines, quand j'étais mené encore, je me disais franchement, il va falloir que j'arrête au fur et à mesure. Si je me fais toller 58, au bout d'un moment, il est peut-être temps de tirer les conséquences aussi. Je me pose en juge donc, la semaine dernière, 6 pour toi, Raphaël, 6 pour moi aussi, 7 pour Camille, 8 pour Grégory, 8 pour Raoul. Ça veut dire que Raoul continue. Raoul, il est on fire. Ouais, Raoul, il est en feu. Il est à 90. Grégory 86, 80 pour moi, 80 pour Camille aussi et 79 pour toi. Au rythme où ça va, on peut même pas la rattraper en play-off. Mais ouais, Raoul, il nous a mis 10 points à Camille et moi et 11 à toi. Et il n'y a que Grégory qui est à 4 et qui s'accroche encore. Mais ouais, il va falloir qu'on trafique vraiment les scores de play-off cette année pour entretenir le suspense. Mais il est en feu comme jamais, Raoul. Donc, les pronos cette semaine. On commence avec le match qui a lieu dans la nuit du jeudi au vendredi. Donc, si vous nous écoutez vendredi, le match a déjà eu lieu. C'est entre les Raiders, 4 victoires, 4 défaites. Les Chargers, 4 victoires, 5 défaites. Les deux équipes sortent d'une victoire. Les Chargers ont été très convaincants. Évidemment, si ça dure avec le matos qu'ils ont, ils sont favoris de ce match. Ils sont favoris de ce match si ça dure, comme tu le dis, parce que défense plus complète que celle des Raiders, surtout notamment au niveau de la défense. Je trouve qu'il y a une vraie différence à ce niveau-là. Maintenant, les Raiders sont pour eux d'être constants et réguliers depuis le début de la saison. De match en match, en proposant ce qu'ils savent bien faire, bien courir, ne pas trop perdre de ballon, alors que les Chargers, eux, nous font des montagnes russes semaine après semaine. Je vais aller sur les Chargers pour une question de talent et en me disant que la victoire face à Green Bay est peut-être l'élément déclencheur de leur saison qu'on attendait, mais ça peut être serré. Je suis d'accord avec toi, tu as raison de préciser que ça se joue sur la défense. Je pense en effet que Joey Bosa à 8 sacs et demi, il a un peu passé la seconde. Il va y avoir un beau duel avec la ligne offensive des Raiders qui joue bien depuis le début de l'année. Mais c'est vrai que sur l'attaque, les Raiders n'ont pas grand-chose à leur envier parce que tu as un Josh Jacobs qui est très régulier au contraire des coureurs et du jeu en général des Chargers. Josh Jacobs est régulier, il porte l'attaque, carré propre. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas grand-chose à leur envier sur la régularité offensive. Même s'ils ont moins de talent en un sens parce qu'ils n'ont pas un Keenan Allen ou quelque chose comme ça à la réception. Mais c'est vrai. Je vais prendre les Chargers pour les mêmes raisons que toi, c'est-à-dire le talent global. Mais attention quand même. Coup d'envoi dimanche à 19h, c'est les Cincinnati Bengals à 0 victoire à 8 défaites contre les Ravens à 6 victoires, 2 défaites. Alors, je te donne la stat. Ah oui, je pense savoir laquelle. Mais... Voilà, les Bengals ont la dernière défense au sol, les Ravens sont la première attaque au sol. Voilà. Je vois vraiment pas comment Cincinnati peut s'en sortir sur celui-là avec sa défense au sol. Alors, l'événement quand même de ce match, c'est la première titularisation de Ryan Finlay qui remplace Andy Dalton. Donc c'est le 6e lanceur rookie titularisé cette année et il a été choisi au 4e tour de la dernière draft en 104e position pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais voilà, il se retrouve en plus, alors on parlait des problèmes que va avoir sa défense, il se retrouve derrière une mauvaise ligne offensive, face à une équipe coachée par John Harbaugh. Alors c'est pas la même défense que ces dernières années, mais ça reste les Ravens, et avec Earl Thomas qui attend de l'intercepter. Earl Thomas, Marcus Peters et Marlon Humphrey qui font une grosse saison. Ça peut être un match compliqué pour le rookie. Baltimore, sauf accident industriel. Baltimore aussi. Cleveland Browns, 2 victoires, 6 défaites. Buffalo Bills, 6 victoires, 2 défaites. Alors, cette ligne des Browns et cette attaque un peu en vrac contre la belle défense de Buffalo, ça, c'est quand même un problème. Il y a encore moyen qu'ils passent une mauvaise soirée, les Browns. Il y a moyen qu'ils passent une mauvaise soirée, surtout Baker Mayfield au niveau de sa ligne offensive qui risque d'être bien en difficulté face au front seven des Bills. Mais en même temps, ça peut être serré parce qu'on connaît ces Bills, s'ils n'arrivent pas à enchaîner en attaque. Est-ce que Cleveland, malgré tout, n'est pas capable d'aller mettre 15-16 points sur ce match pour aller le remporter? Tu vois, c'est pas... Sur le papier, oui. Il y a le retour de Kareem Hunt. Je ne sais pas si ça va aider en plus, mais ça peut apporter une dimension de plus. Je sais pas, parce que Nick Chubb au sol se débrouille quand même globalement bien. Donc, mais bon, c'est encore plus d'armes. Je vais partir sur Buffalo parce qu'on les sous-estime un peu et que sur leur dynamique, elle est tellement meilleure que c'est dur de parier là contre eux face à une attaque qui se cherche vraiment.
Mais attention, parce que si Buffalo continue à juste marquer 14-15 points par match, ça passera pas tout le temps. Je vais dire les Bills, et encore une fois, je te suis, ce serait pas une surprise que Cleveland gagne. Mais voilà, Buffalo nous fait mentir régulièrement, donc là, pour le coup, on va quand même Buffalo a le mérite de battre les mauvaises équipes depuis le début de la saison, donc d'être régulier à ce niveau-là. C'est ça. Là, clairement, s'ils enfoncent Cleveland encore, à 2-7, Cleveland, ça va faire mal. Les Bears à 3 victoires, 5 défaites contre les Lions à 3 victoires, 4 défaites, 1 nul. Les seules équipes qui ont une attaque moins productive que les Bears sont Jets et Dolphins et les Redskins. C'est pas tout à fait la compagnie dans laquelle tu as envie d'être cité quand tu croyais prétendre aux playoffs. Non, c'est sûr. Les Lions sont quand même l'avant-dernière défense de la ligue sur les yards concédés. Ça a beaucoup ouvert les portes ces derniers temps. Mais Détroit paraît quand même avoir plus d'armes offensivement. Matthew Stafford, Kenny Golladay. Matthew Stafford en excellente forme en plus, on l'a dit la semaine dernière. Ils ont plus d'armes, c'est sûr. C'est vraiment le match de division typique piège pour les pronostics. Moi, le pire, je vais aller sur Chicago parce que si je dis pas de bêtises, ils sont à domicile. Oui. Ils se débrouillent quand même un poil mieux quand ils sont FedEx Soldier Field, mais je vais aller sur Chicago, mais bon. Moi, je vais dire les Lions parce que je reste droit dans mes bottes sur ce que je pense des Bears, mais ouais, c'est match de division totalement piégeux sur les pronos. Franchement, c'est pas vraiment mes préférés. Le derby de New York. Les Jets, une victoire, 7 défaites, contre les Giants, 2 victoires, 7 défaites. Oui, grosse affiche. Grosse affiche. Le choc de New York. Je ne sais pas si on peut dire le choc à ce niveau-là. Le choc Adam Gase, Pat Shurmur. Exactement. En termes de coaching de haut niveau. Mais choc, ça c'est trop impressionnant. Je ne sais pas comment dire. La collision. on va dire c'est la collision entre ces deux équipes. Les deux équipes marquent moins de 20 points par match. Les deux équipes prennent plus de 26 points par match. Je t'épargne les ratios de turnover. Moins 10 pour les Giants, moins 7 pour les Jets. on est sur du football de qualité là. Ah oui. Là on va être sur là, il y a de la qualité, là ça va être du propre. Bon, je cherche les motifs d'espoir. Je regardais du côté des Giants, il y a 2 fumbles forcés en 2 matchs pour Jabril Peppers. Il y a Leonard Williams qui a été signé. Peut-être qu'ils trouvent des petits playmakers défensifs. Ouais, et peut-être malgré tout, leur attaque a l'air de mieux se tenir que celle des Jets à l'heure actuelle. Oui. Qui est quand même dans une panade offensive assez importante. Donc j'ai envie de penser que Saquon Barkley, qui est revenu juste la semaine dernière, là, peut enchaîner un peu plus sur ce match face à la défense des Jets. Donc je vais aller sur les Giants. Dans la nullité, ils me paraissent un peu meilleurs que ces Jets-là. En fait, moi, j'ai dire les Giants aussi pour ça, parce que en fait, leur attaque est parfois aussi fouillée et maladroite et tout ça, mais tu as l'impression qu'il y a quand même une direction dans ce qu'ils font. Ils ont un quarterback qu'ils ont mis en place avec des cibles. Cette saison, ils sont déjà allés chercher un match ou deux au-delà des 20 points. Oui, ils peuvent. Ce que les Jets n'ont pas encore vraiment fait en termes d'explosion offensive. Donc... Allez, Giants pour tout le monde. Titans, 4 victoires, 5 défaites. Chiefs, 6 victoires, 3 défaites. Patrick Mahomes est sur le retour. Au moment où on se parle, il n'est pas officiellement titulaire, mais il s'entraîne. Ça a l'air plutôt bien parti. Donc, si Patrick Mahomes est là, il y a clairement une différence de dynamique entre les deux attaques, pourrait-on dire, entre Ryan Tannehill et Patrick Mahomes, toute proportion gardée. Les Chiefs marquent 10 points de plus par match en moyenne. À la décharge de Tannehill, il n'a pas autant d'armes que celle des Chiefs, à sa décharge. Mais bon, si les Chiefs sont à pleine puissance, a priori, c'est quand même très compliqué. Oui, c'est très compliqué. On l'a vu même la semaine dernière avec Matt Moore face à la défense des Vikings. Il trouve quand même des solutions offensives. Donc là, une défense des Titans un peu moins bonne que celle des Vikings, et qui ne semblent pas forcément avoir les armes offensives, en tout cas pour répondre et suivre les Chiefs dans un combat de points. Kansas City, ouais. Je divaguais en regardant un peu les Chiefs. Je me disais, est-ce qu'à l'avenir, pendant des années, on va dire la même chose des Chiefs qu'on disait des Patriots, c'est-à-dire la tactique, c'est de les priver de ballon, de courir, de bouffer le chrono. Ça pourrait le devenir, ouais. Ça pourrait être clairement une de ces équipes face à laquelle tu cours. Ouais, effectivement. C'est en train de devenir un peu pareil. La petite stat insolite, Andy Reid est à 1 victoire, 6 défaites contre les Titans en carrière. Il n'y a pas beaucoup d'équipes contre lesquelles il doit être en négatif, à mon avis. Et à ce point-là, je trouve ça étonnant. Donc, je ne sais pas, il avait peut-être peur de Jeff Fisher à une époque. Bah oui, surtout qu'en plus, le coaching staff des Titans se renouvelle. C'est pas contre le même coach qu'il perdrait tout le temps. Tu vois, non, il a perdu contre Jeff Fisher, a priori. Comme quoi, tout arrive. Ça arrive. Hein. Les Buccaneers, 2 victoires, 6 défaites. Les Cardinals, 3-5-1. Les Cardinals, c'est 4 ballons perdus cette année. Les Buccaneers, 18.
C'est pour donner un petit, une petite stat pour situer la rencontre. Pour nous dire que Kyler Murray est déjà bien plus consciencieux avec le ballon que Jameis Winston en 6 matchs. Ouais, oui, tu te rends compte que 4 ballons perdus pour les Cardinals au total sur toute l'année. Avec un quarterback rookie, c'est avec un quarterback rookie, ça veut dire qu'ils ont perdu moins de ballons sur toute l'année que Jameis Winston sur le match il y a 2 semaines, où il en avait perdu 5. Donc bon, ça situe. Les Buccaneers sont toujours statistiquement, en tout cas, la meilleure défense contre le sol. Oui, donc, mais ils défendent bien. Hein, voilà. Ils ont quand même une ligne défensive, mine de rien, où Ndamukong Kongsu, on voit encore qu'il produit. Jason Pierre-Paul est revenu la semaine dernière. Franchement, ça défend bien la course. Après, Arizona, c'est une équipe qui passe beaucoup, qui a plus tendance à passer par les voies aériennes. Ils sont pas mal équilibrés quand même. Ils s'équilibrent un peu plus, et je pense que là, en plus avec Kenyan Drake qui vient d'arriver, ça va encore plus équilibrer la chose. Malgré tout, je vais aller vers Tampa Bay parce que je pense qu'ils peuvent faire exploser offensivement les Cardinals. Mais bon, c'est vraiment mais je pleure déjà en mettant ma vie et ce concours de pronos en jeu dans les mains de Jameis Winston. Là, ça sent la semaine audacieuse. Ouais, c'est allez. Mais je peux comprendre, ça se tient. Honnêtement, ça se tient. Moi, je vais prendre les Cardinals parce que je suis très attaché au ballon perdu cette année et que Jameis Winston est un peu une bombe à retardement. Ça se joue à Tampa. Non, j'aurais été plus rassuré si c'était en Arizona. Mais comme tu dis, il y a des arguments parce que leur attaque, elle est très dynamique. Ils ont Mike Evans, ils ont plein de choses. Ils sont capables de mettre des points. Ils peuvent mettre des points. Et c'est vrai que s'ils embarquent Kyler Murray dans un truc un peu plus rythmé et où il faut prendre un peu plus de risques, peut-être qu'il va finir par en lâcher. Mais ça implique que Jameis Winston ne perd pas de ballon dès le premier quart-temps, quoi. Donc, face à Chandler Jones, c'est vrai que ça peut être une inquiétude aussi. Je vais prendre les Cardinals, mais c'est un peu pile ou face. Les Saints, 7 victoires, 1 défaite contre les Falcons, 1 victoire, 7 défaites, 2 équipes qui sortent de semaines de repos. Les Falcons ont l'attaque qui produit le plus de yards à la passe dans la ligue, mais en même temps, ils ne marquent que 20,6 points par match. Ouais, et puis ils produisent des yards parce qu'ils sont souvent derrière au score et ça bombarde pour essayer de rattraper. Et alors après, de toute façon, la différence entre ces deux équipes, c'est la défense. Les Saints sont 5e, les Falcons sont 24e. Et il y a même dans l'impression, dans tout, il y a un monde d'écart. Il y a un monde d'écart. Donc a priori, Drew Brees. New avec retour d'Alvin Kamara, annoncé juste avant qu'on enregistre. New Orleans Pardon. aussi. Coup d'envoi à 22h05, Colts 5 victoires, 3 défaites, Dolphins 1 victoire, 7 défaites. Les Dolphins ont donc gagné un match. Ils ne sont plus fanny. Après, même avec Brian Hoyer en face, bon, c'est pas les Jets. Ça reste les Colts avec une vraie ligne offensive, bien plus une défense organisée, bien coachée. Bien plus appliquée. En plus, Miami a vraiment du mal sur son pass rush. Je vois pas très bien ce qu'ils vont faire face à cette ligne offensive des Colts. Clairement, Indianapolis est bien favori. Je vais partir sur les Colts. Les Colts également. 22h25, Steelers 4 victoires, 4 défaites, Rams 5 victoires, 3 défaites. La défense des Steelers très agressive ces dernières semaines. TJ Watt 7 sacs et demi, 11 interceptions au total. Ils sont 3e en NFL. Ils sont bien. Défensivement. Est-ce qu'ils ont un coup à jouer du coup dans ce match? Ils ont un coup à jouer parce qu'on a vu, en tout cas avant la semaine de pause et depuis le début de saison des Rams, la ligne offensive des Rams était un vrai problème pour Jared Goff. Il y a peu de raisons que la semaine de repos ait totalement changé la donne, donc ils vont pouvoir à nouveau enchaîner les sacs avec Casey Hayward, TJ Watt, tout ça. Ils peuvent le faire douter, forcer des mauvaises passes, on voit qu'ils sont capables d'intercepter. Malgré tout, j'ai peur que eux offensivement soient un peu justes face à la défense des Rams, qu'ils aient un peu de mal. Mais une défense des Rams, on le dit pas trop parce qu'on est concentré sur le mauvais niveau offensif, mais une défense des Rams qui est bonne depuis ce début de saison, en tout cas qui est bien meilleure que l'an dernier, je trouve, en saison régulière. Du coup, je vais aller sur Los Angeles, mais aller sur Los Angeles. On parlait de playmaker avec certaines équipes. Moi, je vois ça aussi dans le pronostic. C'est Jalen Ramsey, Aaron Donald face à Mason Rudolph. Ouais, non, mais ça aura forcément un impact à un moment. Donc je vais aller sur les Rams pour ça aussi. Packers 7 victoires, 2 défaites, Panthers 5 victoires, 3 défaites. Green Bay qui sort d'un non-match. Le défi il est clair, stopper Christian McCaffrey. C'est pas forcément évident. Ils sont dans le dernier tiers de la ligue contre la course, les Packers. Est-ce que les Panthers auraient un coup à jouer sur ce match? Alors c'est à Green Bay. Oui, les Panthers, Green Bay en plus, on a vu des images cette semaine. Il commence déjà un peu à neiger à Green Bay. Ce qui peut donner un match assez sympa. Non, mais tu l'as dit, il faut bloquer Christian McCaffrey. J'ai du mal à savoir parce que Green Bay a tellement fait un non-match la semaine dernière que je pense pas que ce soit leur niveau véritable, on va dire. Et j'ai l'impression qu'ils ont malgré tout plus d'armes à l'heure actuelle que les Panthers, que ce soit en attaque ou en défense. Mais les Panthers, dans un gros jour de McCaffrey, peuvent faire de bonnes choses. Je vais aller sur Green Bay.
Après, je pense qu'il y a un point faible au sol dont on avait parlé chez les Panthers dans l'émission de mardi, que les Titans ne savaient pas exploiter du tout. Je pense que si les Packers, normalement, ils doivent exploiter intelligemment, vont y aller avec Aaron Jones, mettre en place Aaron Rodgers. Donc Green Bay me semble avoir les armes aussi là-dessus. Et puis Kyle Allen reste quand même un quarterback assez jeune. Le Lambeau Field, s'il fait froid, ça peut vite se compliquer. C'est un match quand même important pour les pour la Bayou, pour les places en wildcard, parce qu'avec dans une division où il y a aussi Minnesota pour concurrencer Green Bay et les Carolina Panthers qui sont plutôt pour aller chercher une 5e, 6e place. Si les deux doivent c'est un beau match. Ça peut avoir son importance à la fin de saison. C'est vrai que c'est un match avec importance playoff. Même chose d'ailleurs, importance playoff dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20. Clairement. Cowboys 5 victoires, 3 défaites. Vikings 6 victoires, 3 défaites. Donc les Vikings, tu le disais, qui sont juste derrière les Packers. Peut-être même plus pour ces deux équipes. Au classement, eux, ils sont les Cowboys. Alors les Cowboys ont l'avantage d'être dans une division plus faible. Donc eux jouent encore leur titre de division avec les Eagles derrière. Donc belle affiche qu'on pourrait retrouver en playoff peut-être. Beau duel avec des profils assez similaires. Gros jeu au sol, Dalvin Cook et Ezekiel Elliott. Des bonnes défenses, quarterback bons mais qui peuvent être factor X selon les matchs, j'ai envie de dire. Des receveurs de talent. C'est vrai. Mais j'ai l'impression en fait que Minnesota est juste au-dessus dans toutes les catégories qu'on cite. C'est-à-dire receveurs de talent, TLN et Diggs. Alors même si TLN est blessé et qu'on n'est pas sûr de l'avoir. Défense. J'ai l'impression que c'est un peu plus solide dans l'ensemble. Dans l'ensemble, je trouve c'est un peu plus solide, effectivement, même si le pass rush... T'as Everson Griffin et t'as quand même Daniel Hunter. C'est vrai. C'est vrai. Tu vois, je les trouve un peu plus... C'est un peu plus solide, lié. Même si les Cowboys ont eu des temps forts, mais ça a été un peu plus irrégulier ces derniers temps. Et tu vois, dans les stats, 28 sacs pour les Vikings, 22 pour Dallas, 8 interceptions pour les Vikings, 4 pour Dallas. C'est un tout petit peu mieux. C'est un tout petit peu meilleur. J'ai juste un problème sur ce match, clairement, c'est l'attitude de Kirk Cousins qui risque d'être sous pression malgré tout face au pass rush de Dallas. C'est à l'extérieur, on l'a pas toujours vu. Et en prime time, si tu veux le. Ouais, on l'a pas toujours vu très à l'aise dans ces situations-là. Si jamais le jeu au sol des Vikings est un peu bloqué, que de l'autre côté Ezekiel Elliott avance un peu et qu'il faut aller chercher le match, je suis pas totalement rassuré. Et c'est pour ça que je vais partir sur les Cowboys. Allons-y. Non mais il est incertain. Celui-là, il est pas facile. Il y a beaucoup de matchs. Je vais aller sur Dallas. Pour ces raisons-là, j'ai encore quelques inquiétudes sur Kirk Cousins et je me demande si ça peut pas être un... Franchement, moi j'y vais sur les Vikings, mais je suis pas beaucoup plus convaincu que toi. Tu vois, dans mon choix, c'est pareil. Si Cousins craque un peu, si c'est à Dallas, je vais dire les Vikings parce que je les trouve un tout petit peu supérieurs dans certains niveaux. Même si Amari Cooper. Après, si TLN n'est pas là et que c'est Cooper contre Diggs, Cooper il a pas à rougir. Ah non, il a pas à rougir. Non. Donc, il y a duel. Donc non, sur la foi de la défense des Vikings et de quelques coups d'éclat, je vais dire Minnesota. Coup d'envoi dans la nuit de lundi à mardi, 2h15 du matin, c'était notre affiche de la semaine entre les Niners à 8 victoires, 0 défaites et les Seahawks à 7 victoires et 2 défaites. Tu as donc donné Seattle, les Seahawks et San Francisco. Pour moi-même, on a une grosse semaine de repos. Denver Broncos, Houston Texans, Jacksonville Jaguars, New England Patriots, Philadelphia Eagles, Washington Redskins. 6 équipes au repos, c'est le maximum. C'est la plus grosse semaine de repos de l'année. On passe au code de la semaine.